Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un vrai paradoxe, un sujet au cœur de la géographie française. La France, on va le voir, c'est un trésor naturel d'une diversité absolument exceptionnelle. Mais voilà, ce trésor, il est aussi source de tensions, de conflits. La grande question c'est comment on fait pour concilier le développement économique, qui est un impératif, avec la responsabilité de protéger ce patrimoine unique pour les générations futures. C'est toute la problématique qu'on va explorer ensemble. Allez, pour commencer, un petit test, une idée reçue qu'on entend souvent. La France, grande puissance maritime, mais est-ce que c'est vrai qu'elle a le plus grand domaine maritime du monde? Prenez une seconde pour y penser. La réponse est un peu plus subtile et en fait elle est bien plus intéressante que ça. Et la réponse est faux. Mais attention, c'est un faux très instructif. En réalité, la France possède la deuxième plus grande zone économique exclusive au monde, la fameuse ZEE, et ce chiffre, presque 12 millions de kilomètres carrés, c'est juste colossal. Ça nous force à changer complètement d'échelle. On ne peut plus penser la France uniquement comme l'Hexagone, on doit la penser à l'échelle mondiale. Et ça, bien sûr, ça vient avec d'énormes responsabilités. Alors, première partie, un trésor naturel. Avant même de parler de comment on gère ces milieux, il faut prendre la mesure de ce dont on parle. Il faut comprendre à quel point ils sont diversifiés. Parce que c'est justement cette variété incroyable qui est à l'origine de tous les défis qu'on va étudier. La France, c'est une véritable mosaïque de milieux. C'est assez unique, hein. Pensez-y, on a 6 grands massifs montagneux, des Alpes aux Pyrénées. Rien qu'en métropole, on a 3 climats majeurs qui cohabitent. On ajoute à ça un littoral immense, et puis grâce aux outre-mer, on change complètement de décor. Une forêt équatoriale en Guyane, des volcans actifs. Cette diversité, c'est une richesse folle, mais vous imaginez bien que ça rend n'importe quelle politique environnementale nationale super complexe à mettre en place. Bon, face à un tel trésor, la première impulsion de l'homme, depuis des siècles, ça a été de l'exploiter. C'est ce qu'on appelle en géographie la valorisation. C'est un concept absolument clé, alors on va le définir tout de suite. Voilà la définition précise. La valorisation, c'est l'action de transformer un élément de la nature, un fleuve pour faire de l'électricité, une montagne pour le ski, un littoral pour le tourisme, en une ressource qu'on peut exploiter. C'est vraiment un concept central en géo pour comprendre comment les sociétés interagissent avec leur environnement. Pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple de la Soufrière en Guadeloupe. Ce volcan, c'est d'abord un danger, un risque permanent pour les habitants. Mais en même temps, ces pentes offrent des sols incroyablement fertiles, parfaits pour l'agriculture. Et bien sûr, c'est une attraction touristique majeure. Vous voyez, un même lieu est à la fois un risque, une ressource agricole et un atout touristique. C'est exactement ça, la valorisation d'un milieu. Mais cette logique de valorisation, si on la pousse à l'extrême, elle a montré ses limites et ses dangers. Pollution, épuisement des ressources, destruction d'écosystèmes. Face à ça, une autre logique a commencé à émerger, celle de la protection. Là, l'objectif n'est plus seulement d'exploiter, mais bien de préserver. Et pour illustrer ça, on va prendre un exemple emblématique, le parc national de Porquerolles. Il a été créé très tôt, en 1963, et c'est le tout premier parc en Europe à être à la fois terrestre et marin. Ici, la logique est complètement inversée. La priorité absolue, ce n'est pas la valeur économique, c'est la préservation totale de l'écosystème. Et pour bien comprendre ce que protection veut dire, concrètement, regardez un peu ces règles. Pas de voiture, pas de camping, interdiction de cueillir la moindre petite plante, c'est une gestion hyper stricte qui met vraiment la nature au premier plan. Là, on voit très bien la tension fondamentale entre la valorisation qu'on a vue juste avant et cette logique de protection, deux mondes qui s'opposent. Alors que se passe-t-il quand ces deux logiques, valorisation et protection, entrent en collision sur un même territoire? Eh bien, on obtient ce que les géographes appellent un conflit d'usage. Et pour bien comprendre comment on analyse ce genre de situation, on va faire une étude de cas ensemble, la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. C'est un excellent exercice de méthode. Cette citation, elle donne tout de suite le ton du débat. L'expression ensauvagement programmé, les mots sont extrêmement forts. Ça montre que pour certains acteurs locaux, cette mesure de protection n'est pas vue comme une bonne chose, mais carrément comme une agression contre leur mode de vie et leurs intérêts économiques. Alors, pour analyser un conflit d'usage, et ça, c'est essentiel pour vos épreuves, la méthode est toujours la même. Il faut identifier les acteurs, leurs arguments et les enjeux. D'un côté, on a l'État et l'Union européenne qui agissent au nom de la protection des espèces. Les écologistes, eux, parlent de viabilité biologique. Et de l'autre côté, à une échelle plus locale, on a les éleveurs qui défendent leur gagne-pain menacés par la prédation. Les élus locaux, eux, relaient ces inquiétudes. Et notez que certains acteurs, comme ceux du tourisme, sont partagés. Cette méthode, acteurs, arguments, enjeux, c'est vraiment la clé pour décrypter la complexité de ces situations. Et pour rendre les choses encore plus complexes, le conflit ne se joue pas seulement entre des groupes bien définis. Ce sondage montre que la population locale elle-même est profondément divisée. Il n'y a pas un bloc pour, contre un bloc contre.
Ça nous montre bien qu'il n'y a pas de solution simple qui pourrait satisfaire tout le monde. Face à cette impasse que les conflits peuvent créer, un concept a émergé depuis les années 80 pour essayer de trouver une sortie, le développement durable. L'idée, en théorie, c'est de réconcilier les trois piliers, l'économique, le social et l'environnemental. Autrement dit, valoriser sans détruire. Mais est-ce que c'est vraiment possible sur le terrain ? Ce schéma, il montre une idée assez intéressante. La protection peut, paradoxalement, devenir une nouvelle forme de valorisation. En protégeant un milieu, on crée ce qu'on appelle des aménités environnementales. Ce sont les qualités d'un lieu, comme la beauté du paysage, l'air pur, des choses qui n'ont pas de prix direct mais qui attirent les gens. Et ces aménités, elles peuvent devenir le support d'un tourisme durable, qui lui génère des revenus et des emplois. La protection n'est plus vue comme une contrainte, mais comme un investissement pour l'avenir. Mais attention, il faut se garder d'avoir une vision trop idyllique. Le développement durable, c'est un arbitrage constant, un équilibre toujours précaire. D'un côté, la protection est un moteur, on vient de le voir, mais de l'autre, elle reste une contrainte, parce qu'elle limite d'autres activités économiques. L'exemple du parc du Marais Poitevin, qui a perdu son label pendant un temps à cause de conflits avec les agriculteurs, ça montre bien à quel point cet équilibre est fragile et difficile à maintenir. On arrive donc à la fin de notre parcours, et on revient à notre idée de départ. Cette immense richesse environnementale de la France, c'est aussi la source d'une tension fondamentale, permanente, entre les besoins d'aujourd'hui et l'héritage qu'on laissera pour demain. Alors, en résumé, si on devait retenir les points clés. 1. La diversité exceptionnelle des milieux français. 2. La logique de valorisation, qui transforme la nature en ressource. 3. La logique de protection, qui veut la préserver et qui mène à des conflits d'usage. Et enfin, le développement durable, qui est cette tentative, toujours complexe, de trouver un équilibre entre les deux. Et voici la fiche de survie pour le bac. Ces définitions, il faut les connaître sur le bout des doigts. Mais au-delà des mots, c'est vraiment la méthode d'analyse de conflit que vous devez retenir. Toujours identifier les acteurs, leurs arguments et les enjeux. C'est un réflexe intellectuel qui vous servira partout dans toutes vos analyses de documents et vos compositions. On termine avec cette question, une question ouverte qui dépasse largement le cas de la France. Comment une société fait-elle ses choix entre les besoins économiques du présent et la préservation de l'environnement pour le futur ? Il n'y a pas de réponse simple, évidemment. C'est un débat politique, éthique, un débat de société permanent. Et c'est justement là que les connaissances en géographie qu'on a vues aujourd'hui sont essentielles pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Voilà, j'espère que cette analyse structurée vous sera utile pour vos révisions. Pour d'autres contenus qui vous aideront à préparer au mieux vos examens, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Merci beaucoup de votre attention et bon courage pour votre travail.